Pourquoi êtes-vous assise là? Ma mère est debout. Levez-vous immédiatement, a crié mon mari dans le bus bondé, en me saisissant le bras. J'étais enceinte de 9 mois. Les passagers se sont figés. Puis, une femme âgée inconnue a dit à haute voix une seule phrase. Mais avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Bonne écoute. Vera, au 9e mois de sa grossesse, se sentait plus comme un citron pressé qu'une future mère. L'appartement où elle vivait depuis 3 ans était imprégné de la vie de quelqu'un d'autre. C'était le domaine de Nona Arkadevna, la mère d'Igor. Vera s'y sentait comme une invitée indésirable. Chaque objet, chaque meuble semblait crier la présence de sa belle-mère. Igor était comme une ombre, toujours tapi au bord de sa vision. Contrôle, c'était le mot qui décrivait le mieux leur relation. Il contrôlait ses finances, même si Vera, travaillant comme comptable dans une petite entreprise, était la principale source de revenus. Il contrôlait ses interactions, son apparence, ses pensées. Il semblait même essayer de contrôler ses sentiments. Igor n'avait pas d'emploi stable, survivant avec des revenus occasionnels, et Vera sentait que cela ne faisait qu'alimenter son besoin de pouvoir. Nona Arkadevna était une observatrice silencieuse, toujours prête à soutenir son fils. Vera ne se souvenait pas d'une seule fois où sa belle-mère avait pris son parti, même dans les disputes les plus mesquines. Quand Igor était ouvertement impoli ou humiliait Vera, Nona Arkadevna restait silencieuse, un silence qui en disait plus que des mots. Parfois, en croisant le regard de sa belle-mère, Vera sentait un mélange de pitié et de mépris. Vera était épuisée, mentalement et physiquement. La grossesse la mettait à rude épreuve, et ce n'était pas seulement les nausées matinales ou les pieds enflés. Une lourdeur pesait sur son âme, restreignant ses mouvements, empoisonnant chaque respiration. Elle avait peur du conflit, de la solitude, de l'avenir, d'Igor lui-même. Elle se souvenait de comment tout avait commencé, des rendez-vous romantiques, des mots doux, des promesses d'amour éternel. Igor avait semblé attentionné, fort. Mais peu à peu, comme un poison, la jalousie, la suspicion et le désir de dominer se sont glissés dans leur relation. Vera a essayé de résister, mais à chaque tentative, sa force diminuait. Elle se repliait sur elle-même, essayant de ne pas provoquer la colère d'Igor. Le jour du voyage à la clinique, elle se sentait particulièrement mal. Nausées, vertiges et maux de dos la tourmentaient. Mais Vera se leva silencieusement, mit sa robe la plus discrète et attacha ses cheveux en un chignon serré. Elle savait que le moindre faux pas, aussi petit soit-il, pouvait irriter Igor. Il l'attendait dans le couloir, regardant sa montre avec impatience. Nona Arkadevna était déjà assise dans l'entrée, habillée et prête à partir. Elle ne jeta même pas un coup d'œil à Vera. « Pourquoi traînes-tu » grommela Igor, en lui saisissant le bras. « Nous sommes en retard. » Vera tressaillit à son contact rude mais ne dit rien. Elle y était habituée. Elle restait toujours silencieuse. Pendant tout le trajet jusqu'à l'arrêt de bus, Igor se plaignit du trafic, des médecins, de la vie en général. Vera marchait à côté de lui, la tête baissée, essayant de ne pas attirer l'attention. Nona Arkadevna suivait à quelques pas derrière, silencieuse comme toujours. Une foule s'était déjà rassemblée à l'arrêt de bus. Vera sentit la nausée monter. Elle déglutit difficilement et serra la main d'Igor plus fort. « Je me sens mal, murmura-t-elle. « Tu t'en sortiras, grogna Igor, sans ralentir. Le bus arrive. » Le bus était bondé de gens pressés par leurs affaires en ce jour gris d'automne. Vera, enceinte de 9 mois, lutta pour se faufiler dans l'allée, agrippant la main courante d'une poignée serrée. Son ventre lui faisait mal, sa respiration devenait plus difficile, et la chaleur étouffante dans le bus était insupportable. Igor et Nona Arkadevna suivaient, ne montrant aucune préoccupation pour son état. Après quelques arrêts, un siège se libéra enfin. Sentant ses jambes fléchir, Vera s'y affala rapidement, ignorant les regards désapprobateurs des autres passagers. Elle se sentait vraiment mal, et son seul désir était de se reposer un instant. Soudain, comme un coup de tonnerre, la voix dure d'Igor retentit. « Pourquoi êtes-vous assise là ? Ma mère est debout. Levez-vous immédiatement. » Vera tressaillit comme si elle avait été giflée. Les mots d'Igor, crus et humiliants, frappèrent comme un coup. Son visage rougit de honte et d'humiliation. Un silence tendu s'abattit sur le bus. Les passagers se détournèrent, faisant semblant que rien ne se passait. Personne ne voulait intervenir, personne ne voulait avoir affaire à l'homme impoli.
Vera baissa les yeux, ne sachant pas quoi faire. Elle était habituée à céder, à obéir à la volonté d'Igor, à donner la priorité à ses désirs plutôt qu'aux siens. C'était plus facile comme ça, moins susceptible de provoquer une scène. Mais maintenant, dans ce bus bondé, sous les regards scrutateurs d'étrangers, elle ressentait une honte insupportable. Honte de sa faiblesse, de sa lâcheté. Nona Arkadevna, debout à côté d'Igor, jeta un regard méprisant à Vera. Ses yeux contenaient un jugement non dissimulé. Elle avait toujours considéré Vera comme indigne de son fils, faible et sans caractère. Voir l'hésitation de Vera ne faisait que confirmer son opinion. Vera sentit à nouveau la nausée monter. C'était comme si elle ne pouvait pas respirer. Une douleur aiguë lui traversa le ventre, et elle le serra instinctivement. Igor, impatient de son manque de réaction, éleva à nouveau la voix. « Qu'est-ce que je t'ai dit ? Lève-toi tout de suite. » À ce moment-là, une voix calme mais ferme vint de l'arrière du bus. « Monsieur, ne criez pas sur une femme enceinte. C'est inconvenant. » Tous les regards se tournèrent vers une passagère âgée se tenant à quelques mètres de Vera. C'était une petite femme fragile avec de gentilles rides autour des yeux et des cheveux gris soigneusement attachés en chignon. Son regard rayonnait de force intérieure et de sagesse. Igor, pris au dépourvu, fut momentanément sans voix. Il n'était pas habitué à être contesté, surtout par des inconnus. La femme âgée, imperturbable par sa confusion, continua, « Jeune femme, vous n'êtes pas un objet, et vous n'êtes pas sa propriété. Protégez-vous, pas sa fierté. » Ces mots frappèrent Vera comme une révélation. C'était comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que quelqu'un la voyait, non pas comme une extension d'Igor, non pas comme une fonction, mais comme une personne méritant respect et attention. Les larmes montèrent à ses yeux. Elle ne savait pas comment exprimer sa gratitude à cette étrangère. Igor, reprenant son sang-froid, essaya de répliquer, « Mêlez-vous de vos affaires. » « Qui vous a demandé ? » Mais la femme âgée le regarda simplement, son regard un mélange de mépris et de pitié, et Igor se tut. Vera sentit des dizaines d'yeux sur elle, certains compatissants, certains curieux, certains critiques. Mais aucun ne comptait autant que le nouveau sentiment qui montait dans sa poitrine. Ce n'était pas la peur, ni le désir, ni l'envie de se cacher. C'était de la résolution. Vera resta silencieuse, ne se justifiant pas, ne s'excusant pas, n'essayant pas d'expliquer à Igor qu'elle se sentait vraiment mal, que sa grossesse était difficile, qu'elle était épuisée. Ces explications étaient inutiles. Igor trouverait un moyen de la blâmer, de lui faire honte ou de l'humilier quoi qu'il arrive. Elle le savait aussi bien qu'elle connaissait ses tables de multiplication. Au lieu de cela, elle regarda la femme âgée. Dans ses yeux, elle vit non pas de la pitié, mais du soutien, de la compréhension et de la fierté. Ce regard bref mais significatif fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Vera se leva, non pas comme une marionnette obéissant à la volonté de quelqu'un d'autre. Igor, sortant de sa stupeur, essaya de l'arrêter. « Où vas-tu » siffla-t-il en lui saisissant le bras. « Je t'ai dit. » Mais Vera se libéra de sa main, non pas brusquement, non pas grossièrement, mais avec une nouvelle dignité tranquille. « Nulle part, répondit-elle, sa voix était inhabituellement ferme, confiante. « Je descends. » Et elle le fit. Le bus s'arrêta au prochain arrêt. Vera descendit sur le trottoir sans se retourner. Elle sentit les regards des passagers sur son dos, entendit les marmonnements indignés d'Igor, mais ne s'arrêta pas. Elle marcha en avant, sans savoir où, sans idée de ce qu'elle ferait ensuite. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Libre du poids de la peur, des humiliations constantes, du contrôle étouffant d'Igor. Libre de choisir son propre chemin. Les heures passèrent dans un brouillard. Vera erra dans les rues sans but, dérivant à travers les parcs et les places. Elle n'avait presque pas d'argent. Igor contrôlait ses finances, ses documents, ses affaires. Tout était resté dans l'appartement. Elle se tenait à un carrefour, enceinte, sans ressources, sans soutien, mais avec une ferme résolution de changer sa vie. Qui pouvait-elle appeler ? Qui pouvait l'aider ? Elle n'avait ni parents, ni proches. Il n'y avait que son amie Katia. Vera et Katia étaient amies depuis l'enfance. Elles sont allées à l'école ensemble, ont rêvé de l'avenir ensemble, ont vécu leurs premiers amours ensemble. Mais la vie les avait séparées. Vera s'était mariée avec Igor, tandis que Katia était partie dans une autre ville pour étudier. Elles se voyaient rarement,
mais leur lien ne s'était jamais rompu. Vera savait que Katia était toujours forte et indépendante, toujours capable de se défendre, toujours claire sur ce qu'elle voulait de la vie. C'est peut-être pour cela que Vera l'avait évitée dernièrement. Elle avait honte d'admettre à son amie à quel point sa vie était devenue pitoyable et insignifiante. Mais maintenant, elle n'avait pas le choix. Vera composa le numéro de Katia. La sonnerie sembla durer une éternité. Elle commençait à penser que Katia ne répondrait pas quand elle entendit enfin sa voix. « Bonjour Katia, c'est moi, Vera. » Le désespoir dans la voix de Vera était si palpable que Katia sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Vera, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu l'air comme ça ?» Vera hésita, ne sachant pas par où commencer. Comment pourrait-elle dire à son amie qu'elle, une comptable prospère, l'épouse d'un homme d'affaires apparemment florissant, vivait en enfer? « Katia, j'ai besoin de ton aide, murmura-t-elle finalement. J'ai quitté Igor. Il y eut un silence à l'autre bout. Vera retint son souffle, attendant la réaction de Katia. Tu es parti, répéta Katia, sa voix traduisait la surprise, mais pas le jugement, plutôt le soulagement. Tu es sérieuse? Oui, répondit Vera doucement. Je n'en peux plus. Où es-tu maintenant? Demanda Katia. Je ne sais pas, admit Vera. J'erre simplement dans la ville. Je n'ai pas d'argent, pas d'affaires, rien. Ne sois pas bête, dit Katia. Viens chez moi tout de suite. Je suis toujours à l'ancienne adresse, tu te souviens? Je t'attendrai. Vera sentit les larmes couler sur ses joues, des larmes de soulagement, de gratitude, d'espoir. Merci, Katia, murmura-t-elle. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, idiote, répondit Katia. Viens vite. J'ai déjà mis la bouilloire. Vera essuya ses larmes et jeta un coup d'œil à sa montre. C'était à peu près 1 heure de bus jusqu'à chez Katia. Elle se dirigea vers l'arrêt de bus. Son estomac gargouilla de faim. Elle n'avait pas mangé depuis le matin, et c'était déjà le soir. Mais Vera ne sentait pas la faim. Elle ne sentait que l'espoir. Quand elle arriva à l'appartement de Katia, Vera frappa timidement. La porte s'ouvrit, et Katia se tenait là. Elle semblait un peu plus âgée, mais toujours aussi énergique et vibrante que jamais. En voyant Vera, Katia halta et se précipita pour l'embrasser. « Verka » s'exclama-t-elle. « Enfin. Je suis si heureuse de te voir. » Elle attira Vera dans l'appartement. Chez Katia, l'appartement était petit, mais confortable et propre. Des photos étaient accrochées au mur, des livres et des souvenirs ornaient les étagères. Vera s'y sentit calme et en sécurité. « Maintenant, raconte-moi ce qui s'est passé, dit Katia, en installant Vera à table. J'ai versé du thé. On va manger quelque chose bientôt. Vera raconta tout à Katia, comment elle avait épousé Igor par amour profond, comment il s'était progressivement transformé en tyran, comment il contrôlait sa vie, l'humiliait et l'insultait, comment elle le craignait, se sentait piégée et rêvait de liberté. Katia écouta silencieusement, remplissant occasionnellement le thé de Vera ou lui tendant des sandwichs. Quand Vera eut terminé, Katia soupira et la serra dans ses bras. « Ma pauvre fille, dit-elle. Tu as tellement souffert. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien maintenant. Je vais t'aider. » Katia tint parole. Elle hébergea Vera, la nourrit, l'habilla, l'aida avec les démarches administratives. Elle écouta les peurs et les plaintes infinies de Vera, offrant soutien et encouragement. Vera vécut avec Katia comme dans un cocon tissé de soins et de calme. Après s'être échappée du bus, après cet appel tremblant rempli de peur et d'espoir, elle se sentit en sécurité pour la première fois depuis des années. Le petit mais confortable appartement de Katia devint son sanctuaire, un endroit où elle pouvait simplement exister sans peur ni reproche. Katia entoura Vera de chaleur et de compréhension. Elle ne posait pas de questions inutiles ni ne demandait d'explications, se contentant de verser silencieusement du thé, de mettre un oreiller derrière le dos de Vera ou de lui caresser la main. Elle savait que Vera n'avait pas besoin de pitié en ce moment, elle avait besoin de silence et de soutien. La première tâche de Vera fut de rassembler les documents. Malgré la difficulté de se déplacer avec son gros ventre, elle trouva la force de visiter les administrations, de collecter des certificats et de faire des copies. Chaque interaction avec les fonctionnaires était épuisante, mais elle savait qu'elle devait le faire pour elle et son futur enfant. Katia l'aida à trouver une bonne avocate. La jeune femme écouta attentivement l'histoire de Vera, hocha la tête et dit « Vous avez un bon dossier.
Prouver les abus psychologiques est difficile, mais possible. Nous devons rassembler toutes les preuves, déclarations de témoins, enregistrements d'appels, rapports médicaux, tout ce qui peut appuyer vos affirmations. Vera se plongea dans le travail. Elle passa des heures à l'ordinateur, triant de vieilles photos, se remémorant des conversations et notant tout ce qui pouvait être utile au tribunal. Ce travail la distrayait des pensées lourdes et lui donnait un sentiment de contrôle. En tant que comptable, elle était habituée à l'ordre et à la précision, et maintenant, dans la période la plus chaotique de sa vie, elle recherchait la même structure. Sa grossesse était difficile. Vera se sentait souvent faible, tourmentée par des maux de tête, mais elle essayait de l'ignorer. Elle se concentrait sur son enfant, déterminée à être forte pour lui. Igor appela Katia plusieurs fois, la suppliant de savoir où était Vera, puis la menaçant, criant, l'insultant. Katia raccrochait simplement. Elle savait qu'Igor pouvait être dangereux et évitait de s'engager avec lui. Vera était au courant de ses appels, mais essayait de ne pas penser à Igor. Elle l'avait effacé de sa vie, comme s'il n'avait jamais existé. Elle se concentrait sur l'avenir, sur son enfant, sur la nouvelle vie qu'elle voulait construire. Enfin, le jour de l'accouchement arriva. Le travail de Vera fut long et difficile. Mais quand ils placèrent le petit paquet chaud sur sa poitrine, elle oublia tout. Les larmes de joie remplirent ses yeux. Elle était devenue mère. Avec la naissance de son enfant, Vera découvrit une force incroyable en elle. Elle réalisa qu'elle pouvait tout faire, que toutes ses peurs et ses doutes étaient derrière elle. Maintenant, elle avait quelqu'un pour qui vivre, pour qui se battre. Elle nomma son fils Sacha. Le petit Sacha devint sa lumière, son espoir, son amour. Elle pouvait passer des heures à le regarder, s'émerveillant de ses petites mains et de ses petits pieds, écoutant sa respiration douce. Quelques mois après l'accouchement, Vera demanda le divorce. Quand Igor l'apprit, il réussit à organiser une rencontre. Il la supplia de revenir, jura qu'il changerait, prétendit qu'il l'aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Vera le regarda calmement, indifféremment. Elle ne voyait plus l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Devant elle se tenait un étranger, un homme pitoyable et faible. « Je ne reviens pas, Igor, » dit Vera fermement. « Je ne t'aime plus et je ne veux plus te voir. » Igor tenta de la persuader, la menaça, cria, mais Vera resta inébranlable. Elle savait qu'elle faisait le bon choix. Le divorce se déroula étonnamment bien. Igor ne contesta pas la décision du tribunal ni ne demanda de partage des biens. Il signa simplement les papiers et partit. Vera poussa un soupir de soulagement. Elle était libre. Libre d'Igor, de son contrôle, de ses humiliations. Elle loua un petit appartement dans un autre quartier de la ville, le meublant modestement mais confortablement. Elle acheta de nouveaux meubles, accrocha des tableaux au mur et plaça des fleurs sur le rebord de la fenêtre. Le soir, elle se promenait avec Sacha dans le parc, lui lisait des livres, lui chantait des chansons. Elle le regardait grandir, apprendre à parler, à marcher et à rire. Chacun de ses progrès remplissait son cœur de joie et de fierté. Elle pensait souvent à la femme âgée dans le bus, l'étrangère dont une seule phrase avait changé sa vie. Vera lui était reconnaissante de l'avoir aidé à se voir, de lui avoir donné l'impulsion vers une nouvelle vie. Vera n'avait plus peur. Elle savait qu'elle était une femme forte, indépendante, capable de tout, méritant le bonheur. Et elle était heureuse. Vera vivait une vie pleine, aimait et était aimée, élevait son fils, travaillait et poursuivait ses passions. Elle était libre. Pour la première fois, elle sourit, non pas par politesse, mais par paix et bonheur, souriant sincèrement, joyeusement, pour sa nouvelle vie, pour elle-même.